Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, on va vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Saint-Gabriel, une nouvelle école pour remplacer 3 écoles existantes. À Thetford Mines, la maison de fin de vie Les Couleurs du Vent prouve que la force d'une société réside dans sa capacité à prendre soin de son monde. À Percé, c'est la 14e édition de la Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. À Chandler, la première édition de la fête interculturelle connaît un franc succès. Le réputé chef cuisinier Hugues Dufour, dont le restaurant new-yorkais M. Wells avait décroché 2 étoiles Michelin, s'installe à Baie-Saint-Paul. À l'île Perrot, les productions Via le Monde présentent le documentaire Joyal sur la vie du politicien, sénateur et grand amateur d'art Serge Joyal. À Montjoly, on fêtera Noël les 28, 29 et 30 novembre prochains. Mais pour commencer cette émission, on se rend à Forestville, où le 11 novembre à 11h, à l'occasion du Jour du souvenir, on a honoré le vétéran Michel Canuel. Depuis 4 ans, la ville de Forestville a fait son devoir de mémoire et souligne le Jour du souvenir dans le parc créé à cette fin. Cette année, c'est le vétéran Michel Canuel qui a été honoré devant ses pairs. La cérémonie a été animée par Roch Girard, membre du Royal 22e Régiment, à 11h devant la population, des anciens combattants, des élèves de la polyvalente des Rivières et des élus. Tous étaient rassemblés pour souligner le Jour du souvenir, mais aussi pour commémorer la carrière du Foresvillois Michel Canuel. Né le 30 avril 1969 à Forestville, ce dernier s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1986 à l'âge de 17 ans. Bien, dans ces années-là, en 86, il n'y avait pas beaucoup de débouchés à part qu'aller travailler dans le bois. Puis mon père m'a tout le temps dit, tu n'iras pas travailler dans le bois. Ça fait que j'ai dit, bien, on va pas travailler dans le bois, on va aller travailler à quelque part d'autre. On va pas aux études, on va rentrer dans l'armée. Il a commencé par un programme d'1 an. Après son entraînement militaire et plusieurs types de formations, les Forces armées canadiennes lui ont fait signer un contrat de 5 ans. Il est ainsi transféré à Bagotville, où il a reçu sa promotion de caporal en 1989. En 1990, une blessure l'a empêché de continuer dans son métier. C'est ce qui l'a amené à Chilliwack en 1991, où il est devenu technicien en procédure de construction. Il est ensuite transféré à Valcartier. Le Foresvillois a effectué une mission des Nations unies de 7 mois. Ça signifie beaucoup, parce qu'on s'en rend pas compte de tous les efforts qu'on a donnés dans ces 15 années-là, que j'ai donné dans ces 15 années-là. La famille a donné autant que moi. Parti 7 mois en mission des Nations unies, partir en 5 mois sur un cours, un autre 3 mois, un autre 6 mois, 5 semaines, 6 semaines en exercice. Au bout de la ligne, la famille est encore là aujourd'hui. C'est en 2001 que Michel Canuel a quitté les Forces armées canadiennes comme caporal après une blessure à une cheville et plusieurs opérations. Au fil de sa carrière militaire, il a reçu de nombreuses décorations. Aujourd'hui, le vétéran travaille au sein du service de sécurité incendie de la ville de Forestville comme chef des opérations. Moi, un gars qui reste assis sur une chaise à rien faire, ça me prend de l'action. Ça fait que, puis, j'ai réussi à trouver mon compte quand même retraité de l'armée, avec les pompiers, avec l'implication dans la communauté, comme dans le hockey, baseball, la ZEC, un peu partout, j'y trouve mon compte. Pour la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, cette cérémonie du Jour du souvenir est importante puisqu'elle permet de souligner les anciens combattants de la municipalité et de la région. Par la connaissance de nos citoyens, citoyennes qui ont travaillé, qui ont défendu le pays avec les Forces armées canadiennes, mais que les gens ne connaissent pas cette histoire-là. Alors, c'est une façon de les faire connaître. Ils sont très humbles de leur carrière, ils en parlent très peu, mais la Ville a voulu rendre hommage à ses enfants
Donc, ces citoyens qui, en très jeune âge, même, sont partis défendre le pays. Alors, un devoir de mémoire aussi. On travaille beaucoup avec les enseignants de la polyvalente parce que les jeunes d'aujourd'hui ne la connaissent pas non plus, cette histoire. Le parc du souvenir, situé juste devant l'hôtel de ville, héberge un monument qui remercie tous les vétérans pour leurs années de service dans les Forces armées canadiennes. Chaque année, une plaque au nom de l'ancien combattant honoré y est ajoutée. Et j'espère que ça va rester dans la tradition de Forestville. J'ai encore une liste d'une dizaine de personnes. Il faudra qu'il y ait des femmes aussi sur ce monument, éventuellement. On est plus dans les années de service. Pour honorer, dans un premier temps, les gens qui ont cumulé le plus grand nombre d'années de service. Pour la mairesse de Forestville, honorer Michel Canuel a un double sens. Mais oui, c'est quelqu'un qui est à la direction des opérations au niveau de l'incendie de toutes nos municipalités. Alors, je pense que c'est presque une continuité dans sa carrière, dans le don de lui-même pour la sécurité des populations. Alors, c'est un peu dans la même lignée. Et on a honoré quand même 15 ans de sa vie. C'est fort important. Alors, on est chanceux de compter sur son expertise, sur son dévouement qui est presque sans borne. Michel, tout le monde le connaît, il est très impliqué. Alors, c'était à son tour. Le Jour du souvenir est une journée commémorative annuelle ayant lieu le 11 novembre qui célèbre l'armistice de 1918 ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. Joanie Gaudreault à Forestville. Une nouvelle école pouvant accueillir 500 élèves dans 22 classes sera construite au coût de 33,7 millions de dollars à Saint-Gabriel. Danny Bérubé de CTB-TV était à la traditionnelle et symbolique première pelletée de terre. Le Centre de services scolaire des Samars a procédé jeudi, le 14 novembre dernier, à la pelletée de terre officielle marquant le début de construction d'une nouvelle école primaire à Saint-Gabriel. La députée de Berthier et ministre responsable de l'Habitation, Mme Caroline Proulx, a pris la parole en premier afin d'accueillir les personnes présentes dans sa circonscription et d'exprimer sa fierté à l'égard de cette nouvelle génération d'écoles. Selon elle, ces établissements ont le potentiel de devenir des réalisations phares pour l'avenir de nos collectivités et sauront certainement plaire tant aux élèves qu'au personnel enseignant. Pour sa part, la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, a souligné qu'il s'agit d'une étape importante pour les élèves, puisque ce nouvel environnement d'apprentissage aura une influence directe sur leur motivation, leur persévérance et leur réussite scolaire. On l'écoute nous parler de cette nouvelle construction. La nouvelle école, ce sera une nouvelle école qui va combiner 3 écoles, 3 pavillons déjà existants, Tourbillon, les Rafales et l'Envolée. Donc, ça va être une seule école de 22 classes qui va pouvoir accueillir près de 520 élèves. L'ouverture officielle est prévue en 2027. Naturellement, on va travailler avec le Centre de services scolaires pour s'assurer qu'on est dans les délais parce que c'est important quand on attend une nouvelle école comme ça, c'est important. On l'a attendu longtemps, donc c'est important qu'elle arrive à la date promise. Puisque la nouvelle école sera partagée entre la ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, eh bien, les maires des 2 municipalités ont également pris la parole lors de la conférence de presse pour souligner cette concrétisation issue des 2 municipalités. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec eux à la fin de la conférence afin d'en apprendre davantage sur cette nouvelle construction et sur leur niveau de satisfaction à l'égard du projet. Aujourd'hui, comme vous savez à la maison, c'est la journée pelletée de terre pour cette nouvelle école qu'on est en train de construire à Saint-Gabriel. Ville Saint-Gabriel, mais j'ai les 2 maires parce que c'est une belle collaboration entre les 2 municipalités. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui là, pour cette première pelletée de terre? Super content, moi vous dire, j'ai hâte à la journée d'ouverture. Mais on est sur une bonne partie de développement présentement. On en a pour un petit bout, là. Ça va être ouvert en 2027, je crois, mais pour ce que je disais à Mme Proulx ce matin, c'est une grande journée, une belle journée.
On fait tellement d'efforts dans nos municipalités pour faire grandir notre milieu, pour donner des bons services à notre communauté. Mais une nouvelle école, c'est le summum, là. C'est le début de quelque chose. Là. Parce que pour nos élèves, pour encourager nos élèves à s'instruire, à faire des métiers dans la vie, bien, moi, je pense que ça passe par le début, une nouvelle école. Puis on voit les plans préliminaires, je vais vous dire que c'est quelque chose. Ça risque d'être beau. Ça va d'être beau. Ça va être beau. Ça va vraiment être beau. Puis je vous dis, actuellement, comment ça fonctionne pour le bénéfice des gens. Il y en a peut-être beaucoup qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a 3 petites écoles. Puis les écoliers, il faut qu'ils s'habillent pour venir dans le gymnase. Puis après ça, ils se déshabillent, ils font leur activité, ils se rhabillent, ils retournent à leur école à côté. C'est pas évident pour les jeunes. Vraiment, c'est une nécessité d'avoir ça. Puis bravo au ministre, à la ministre, Mme Sonia Lebel. Bravo à notre députée et ministre également, Caroline Proulx, pour l'aide qu'elle nous a aidés dans ce dossier-là. Comme vous avez mentionné, présentement, nos 3 écoles, ça va être remplacé par une seule école. Vous avez travaillé longtemps de concert pour avoir cette nouvelle école-là. Ça fait combien de temps? Bien, ça fait au moins 3 ans, je vous dirais, si ce n'est pas 4 ans. On a travaillé beaucoup, puis je l'ai dit dans mon allocution tantôt, avec les services scolaires pour l'implantation de la nouvelle école. Parce qu'au départ, au tout début, il devait avoir sur le terrain des modules pour remplacer les bâtiments qui devaient être démolis avant la construction. Et là, on a fait l'exercice d'être capable de construire tout en conservant les trois bâtiments et à garder les élèves en sécurité aussi. Fait que donc, mais on a travaillé très fort parce qu'au début, on regardait des nouveaux terrains à côté, puis nous autres, bien, la ville, on essayait de préserver aussi notre terrain de jeu, exemple. Puis le service scolaire regardait cet endroit-là, mais on a réussi à ramener là l'école où est-ce qu'elle va être construite. Pour le temps de la construction, bien, on a laissé la rue fermée, la rue qui passe devant la future école. Fait que donc, la rue Plante. Fait que donc, c'est une belle collaboration qu'on a eue. Comme disait Mme la ministre Lebel lors de son élocution, c'est une école qui va accueillir 520 quelques élèves avec 22 classes. J'ai déjà entendu entre les branches que l'école était quasiment complète. Elle est pleine. Comment vous réagissez à ça? Bien, il semblerait la façon qu'elle a été faite, ils vont pouvoir utiliser des locales, convertir des locales actuels prévus pour les convertir en classes. Puis moi, j'ai fait une visite de chantier aussi au début, quand ils ont commencé les fondations. Et puis le contremaître me disait aussi que la structure, la construction est faite de sorte qu'on pourrait éventuellement agrandir l'école. Donc, pour l'instant, on va agrandir, comme Mario disait, par en dedans, là. Oui. Mais ultérieurement, il est possible de ragrandir cette bâtisse. Ça va être prévu à cet effet-là. Merveilleux. Bien, écoutez, très, très belle journée. Félicitations encore parce que vous avez travaillé fort. Puis on a hâte à l'ouverture qui est... En mars 2027. 2027, exactement. On se croise les doigts. On se croise les Parce qu'il doigts. arrive toujours des affaires, de toute façon, dans la construction, hein, on le sait. Des petits agréments, des désagréments des fois. Mais... On le vit actuellement avec le centre sportif. Oui, hein, effectivement. Donc, il faut s'attendre à ça, mais probablement que pour la nouvelle rentrée, c'est sûr qu'elle va être là. Mais à date, ils sont pas mal sur la cédule. Bon. Puis, une nouvelle construction, c'est pas comme une rénovation. Donc, on a des plans, on les suit, puis on avance. Exact. C'est plus facile. Ouais. Messieurs les maires, merci infiniment de votre temps. Merci beaucoup. Plaisir. Bonjour. La conférence de presse s'est naturellement conclue par la photo officielle de la pelletée de terre. La ministre Lebel, manifestement ravie par l'annonce de cette nouvelle construction, a même laissé entendre qu'elle serait prête à entonner une courte chanson. Toutefois, son enthousiasme n'a pas été entièrement partagé. Sa collègue Caroline Proulx semblait moins à l'aise avec cette idée. C'est tout, je peux chanter une chanson? Non, ça va. Non, moi, je fais pas ça. Non. Prendre soin jusqu'à la fin est le leitmotiv de la maison de fin de vie Les couleurs du vent à Thetford Mines. On lançait cette semaine la campagne de financement de la maison qui vise à recueillir 400 000 $ pour assurer sa survie et continuer à offrir gratuitement ses services. Un reportage de Guy Jacques de la Télévision des Appalaches. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à la maison de fin de vie Les couleurs du vent pour une annonce toute particulière. Au fond,
on va découvrir le tout ensemble, mais je tiens à vous rappeler que la maison de fin de vie doit aller chercher chaque année 400 000 pour assurer sa survie et sa pérennité. Madame, messieurs, chers membres de la communauté, parce que je pense qu'il y a toutes sortes de gens ici, mais c'est tous des gens qui ont à cœur, justement, la belle mission de la maison. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du conseil d'administration du Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches. Chez Promutuel Assurance, on croit fermement que la force d'une société, ça se mesure à sa capacité de prendre soin de son monde. C'est pourquoi que nous travaillons à continuer de renforcer l'excellence, l'efficacité et l'accessibilité aux soins de santé dans nos régions. Dans sa vision continuelle de poser des gestes concrets, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire vraiment se démarquer, poser vraiment des gestes concrets sur notre territoire, donc dans notre belle communauté ici. Notre conseil d'administration a décidé de verser en 2025 une ristourne communautaire de 2 millions de dollars à 15 organismes en santé. Vous comprendrez que la maison a reçu sa part là-dedans. Ce don, c'est un don symbolique, mais ça reflète surtout nos valeurs mutualistes. Hein. On est un assureur, mais on est une société mutuelle, puis c'est différent d'un assureur standard, si on veut le dire. Puis c'est important pour nous de redonner à notre collectivité, de soutenir ceux et celles qui, jour après jour, veillent sur la santé de nos membres, de nos employés, de notre communauté, de leur dignité et de leur qualité de vie. Je me trouve maintenant en compagnie de Mme Lynne Gosselin, qui est coordonnatrice aux communications et financements à la Maison de fin de vie Les Couleurs du Vent. Bonjour Lynne. Allô Guy, merci beaucoup d'être venu, d'être présent toujours dans nos événements. Oui, bien écoute, je pense que la mission de la maison me tient à cœur et c'est quelque chose qui est très important pour la région aussi. On est communautaire à la TVCRA, donc c'est important pour nous d'être ici. Mon Dieu, c'est une très belle collaboration qui a été dévoilée aujourd'hui. Vraiment, on est vraiment dans la gratitude, on est très reconnaissant. C'est une autre belle preuve que la communauté est là pour vraiment réaliser quelque chose collectivement. Là. C'est vraiment... on est touchés. Parfait. C'est important aussi, je crois bien, parce que quand même, comme je le disais moi en introduction, quand même 400 000 à aller chercher chaque année pour assurer la pérennité et la survie de l'organisme, donc qui offre des soins gratuits en passant. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est un beau cadeau, disons, pour nos 2 ans. Ça allège vraiment la pression financière que l'organisme ressent. Puis ça va c'est très rassurant, en fait, ce beau cadeau-là qu'on a eu. Ça donne vraiment un coup de pouce à l'organisme, finalement, à plusieurs niveaux. Oui, tout à fait, parce que ça nous rassure qu'on va pouvoir continuer plus longtemps d'offrir le service gratuit. Ça assure vraiment une pérennité, là. Ce montant-là vient, c'est ça, vraiment allégé, là, tu sais, qu'on est plus, comment elle a dit ça tantôt, tu sais, c'est rassurant, on est plus paisible dans la poursuite de notre mission. Oui, ça donne un sérieux coup de pouce, finalement. Donc aussi... Quand on a de la misère à payer les factures, payer l'épicerie à la maison, ben tu sais, ça amène des tensions. Hein? Ben tu sais, c'est la même chose partout, là. Puis tu sais, dans le communautaire, on le sait comment ça fonctionne. Fait que là, ben tu sais, ça, ben on est capable, tu sais, là, on partira pas faire le party, là. Mais on est capable de... C'est rassurant. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important. Promutuel va agir aussi comme partenaire présentateur, au fond, au niveau de la soirée vin et fromage. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important pour vous. Oui, exactement. On a toujours besoin de partenaires pour nos événements. Fait que là, d'avoir un partenaire présentateur pour les 2 années, donc celle qui est passée, celle à venir aussi, bien, ça aussi, ça nous donne un gros coup de main. Puis ça aide aussi quand il y a déjà un partenaire, bien, ça aide à aller en chercher d'autres parce que ça donne confiance à la communauté. Fait que ça va être vraiment un bon coup de pouce aussi au niveau de cet événement-là. Tout à fait, puis on a hâte, là, on recommence le processus d'organiser ça. On vient de finir les Canadiens, on embarque dans le vin et fromage, puis c'est excitant tout ça, mais c'est le fun de le faire pour une belle cause. Comment les personnes intéressées ou les organisations intéressées à vous appuyer peuvent-ils procéder?
Bien, premièrement, réservez la date à votre agenda. 26 mars 2026, ça va être au Centre communautaire Saint-Alphonse. On va l'annoncer prochainement aussi là, sous forme d'événements Facebook. Les billets vont être en vente sous peu. C'est sûr qu'on a un travail d'organisation, il y a un processus là-dedans. Je dirais que ça va aller après les fêtes avant que les billets soient en vente. D'ici là, il y aura une campagne là, de recherche de commanditaires. Donc, les entreprises qui veulent nous donner un coup de pouce, qui veulent se joindre à la cause, peuvent nous contacter, moi ou Marie-Josée Chabot, via notre site web, lescouleurduvent.org, Facebook, téléphone, courriel. On est facile à trouver. Parfait. Je te remercie beaucoup et bon succès pour ce futur événement. Merci, Guy. Merci. Je suis avec le représentant de Promutuel. Vous êtes? Anne Vaillancourt, directrice générale. Martin Lachance, directeur des ventes. Enchanté de vous rencontrer. C'est une très belle annonce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager auprès de la Maison de fin de vie Les Couleurs du Vent? C'est vraiment un souhait de notre conseil d'administration de soutenir des organismes qui étaient au niveau de la santé. Puis la mission est tellement quelque chose qui vient nous chercher. Qui n'aura pas un proche qui aura passé par là un jour? Fait que c'était vraiment la volonté du CA de vouloir encourager cette belle mission. On peut rajouter que notre implication locale est une des choses les plus importantes chez nous. Ça fait partie de notre ADN chez Promutuel depuis toujours, puis qu'on veut faire encore promouvoir. C'est important pour moi aussi. Je suis résident de la région, puis je suis bien content qu'on puisse en profiter parce que c'était un besoin. C'était franchement un besoin qu'on avait en région depuis longtemps, puis on peut le faire vivre aux gens pour passer ces épreuves dans le confort puis la zénitude ou la paix que ça requiert. Est-ce que c'est le type de don qui est appelé à se renouveler avec les années? Y a-t-il un partenariat qui a été établi pour une certaine durée ou... Non, c'est pas vraiment un partenariat. Cette année, l'année passée, on a eu une année exceptionnelle, puis on voulait vraiment redonner. On a donné, comme je vous dis, 2 millions dans la communauté, mais on a quand même un programme qui est récurrent et dont la maison a déjà pris part la première année, je pense, de vie. Le programme Au cœur de la collectivité, qu'on vient soutenir des projets, justement, qui sont soumis par nos membres, des projets dans la communauté. Fait que ça a été possible de les aider à ce moment-là, lors de la création. Puis là, c'est vraiment spontané qu'on a voulu les soutenir avec la ristourne communautaire. Je pense que c'est de redonner, c'est ça comme on dit, le programme Au cœur de la collectivité va toucher plusieurs organismes de la région, mais c'est une forme, là on a le privilège cette année par la ristourne, mais on veut continuer quand même à s'impliquer de façon différente par justement ce programme qui va continuer de vivre pour plusieurs organismes, peu importe l'envergure. Fait que peut-être que la maison aura un projet à soumettre dans les années à venir. Ils ont sûrement plein d'idées, fait que ça pourrait être qu'on les aide encore. Je pense qu'ils ont toujours plein d'idées, effectivement. Donc, en quelque sorte, le tout s'inscrit dans la mission sociale de Promutuel qui est plus qu'une compagnie d'assurance, comme vous le disiez. Exactement. Vous avez tout compris. On veut faire plus que ça. On veut vraiment faire partie de notre communauté puis aider nos membres assurés de façon différente que de les protéger. Oui, parce qu'on les protège avec leur bien d'assurance, mais en même temps, on veut faire part de notre communauté, d'être capable d'aider. Parce qu'on est près de nos membres, puis c'est une autre belle façon de le démontrer. On va continuer à le faire. Bien, je pense que c'est très apprécié comme geste. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Depuis 2011, à chaque année en novembre à Percé, c'est la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. Et Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous apprend qu'en 2025, cette 14e édition de la saucette est plus populaire que jamais. La saucette au profit d'Opération Enfant Soleil a lancé sa 14e édition le 1er novembre avec Ben Jones comme porte-parole. Avec plus de 815 000 déjà versés à la Fondation, le comité organisateur se donne comme objectif d'atteindre le $1 million. On discute de cette nouvelle édition avec Lison Laflamme-Trudel, responsable du comité organisateur. Alors, Lison, bonjour. Bonjour, Jean-Denis, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, la saucette en est déjà rendue à sa 14e édition. Avant de parler de cette édition-là, on va revenir un petit peu sur la saucette précédente. Là. Vous avez quand même ramassé un beau 181 384 pour la saucette de 2024. C'est quoi ça vous fait de voir autant de générosité pour cette cause-là? Écoute, c'est sûr qu'on est super fiers, là. La saucette a commencé en 2011, là, c'était très petit. Puis là, Marie-Ève et Karen, à l'époque, quand ils ont commencé ça, c'était sur une idée là, de
de saucer pour une raison. Puis elles ont décidé de faire ça pour Opération Enfant Soleil. Puis là, de voir qu'année après année, le nombre de sauceurs augmente, l'argent amassé augmente, c'est fou de voir à quel point la solidarité aussi, puis que la cause touche les gens. Là. C'est sûr que l'événement en tant que tel, c'est une journée incroyable. Là. Les gens sont tous fébriles, on fait des nouvelles rencontres, mais tout le long de la campagne, là, les gens sont avec nous, ils partagent, ils donnent. À chaque année, on rencontre de plus en plus de gens qui veulent même participer. Avez-vous besoin de quelque chose? Puis, fait que, les gens sont solidaires à la cause, sont solidaires à l'événement. Puis je pense que la saucette, là, la réputation est faite. Là. Cette année, votre porte-parole se trouve à être Benny Jones. On l'entend dans sa vidéo mentionner qu'il aimerait ça que l'organisation atteigne le million. Ça, c'est parce que vous avez quand même remis au total, c'est un beau montant pour de ça, 815 414 $. C'est vraiment un beau montant remis. Oui, effectivement. Fait que cette année, on s'est comme donné... Ben, en même temps, l'an passé, on a atteint les 180 000, qui était... Nous, on visait 150, on l'a dépassé de 30 000 $. On s'est dit, on peut pas se faire un objectif à la baisse. Puis, il nous manquait exactement 184 585 $ pour atteindre le million donné à Enfant Soleil. Fait qu'on s'est dit, on y va avec ça, on met ça comme objectif, puis on va appeler notre édition de cette année l'édition du million. Fait que c'est pour ça, on n'a pas comme objectif de ramasser 1 million de dollars cette année, là. Mais c'est vraiment, on veut avoir atteint le 1 million de données là, à Enfant Soleil. On va continuer sur l'argent. Vous avez fait votre lancement le 1er novembre, puis en date d'aujourd'hui, le 7, vous êtes déjà rendu à plus de 54 000 $. Ça va vite. Oui, effectivement. Dans le fond, depuis 2 ans, là, si ma mémoire est bonne, là, on fait toujours une préinscription. Notre plateforme est cachée pendant 1 mois. Dans le fond, nous, pour nous donner un peu de temps, là, puis nous décharger un peu, là, fait que les sauceurs s'inscrivent, on leur demande de pas accumuler d'argent là, sur le thermomètre, mais on le sait, là, depuis quelques années, là, il y a des équipes qui font du financement ici et là. On a de l'emballage, des 5 à 7, il y a toutes sortes d'événements là, que les équipes de la Saucette font pour ramasser des sous. Fait qu'au 1er novembre, là, les gens ils sont prêts. Ils en ont déjà parlé à leur famille, leur communauté, leurs amis. Fait que c'est ça. Fait qu'au 1er novembre, on a démarré la 14e édition. On a mis à découvert notre page Funky là, pour permettre aux gens de donner. Puis, contre toute attente, là, justement, avant notre rencontre, là, je suis allée voir le thermomètre et on était à 54 379 $ d'amasser. On a amassé environ 10 000 $ par jour là, depuis le début de la campagne, plus ou moins. Puis, tu sais, on est en avance sur les dons amassés de 1 semaine comparativement à l'an passé. Mettons, si on regarde l'an passé, au 15 novembre, on atteignait 60 000 $, puis là, on est à 5 000 quelques dollars de l'atteindre. Fait que, on est comme sur un petit nuage, là, toute l'équipe du comité qui se parle, puis qu'on est comme, ça n'a pas de bon sens, là, à quel point ça va vite, puis à quel point les gens, on n'en reviendra jamais de à quel point les gens sont solidaires puis sont généreux envers cette cause-là. Donc, vous avez 29 équipes, possibilité de 30. L'an passé, on avait combien d'équipes? Si ma mémoire est bonne, je ne me l'ai pas noté, mais je crois qu'on en avait 22. On avait quelque part comme 200 quelques sauceurs, là, 210. On a un 100 personnes presque de plus là, cette année. Là. Ah, c'est vraiment bon là, d'en avoir autant. Hein? Oui, puis on a beaucoup d'équipes cette année là, qui sont des employés d'entreprise. Ça avait commencé beaucoup l'année passée, là, puis cette année aussi, Chantier Naval Forion, Simpson Automobile, on a beaucoup d'entreprises, puis on a aussi une équipe avec le CJE aussi, avec les nouveaux arrivants, les employés. On a une belle diversité de gens. Là, on est vraiment très contente. Là. Je dis contente parce qu'on est 5 filles au niveau du comité. Là. On a tu viens de le dire, des inscriptions de Gaspé Chandler local. Est-ce qu'on a des équipes aussi qui viennent de l'extérieur de la MRC, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé?
Oui, on a des équipes de la baie des Chaleurs. On a l'équipe depuis 3 ans, l'équipe Enfants Soleil, dans le fond, qui est des gens directement là, de l'organisme Enfants Soleil qui viennent de Québec, des employés qui travaillent directement à la Fondation. À la Fondation. Puis qui viennent là, depuis 3 ans là, se sauter avec nous, ils se font une équipe, ils ramassent des sous. Fait on a des gens vraiment de partout. Là. On a dans l'équipe solo, là, je me souviens bien, il y a un sauteur qui est de Montréal, que ça fait plusieurs années qu'il descend. Fait que oui, je pense que on commence à aller chercher beaucoup plus de monde à l'extérieur, puis pas juste dans MRC Rocher-Percé. Gaspé est très impliqué, la baie des Chaleurs. Fait qu'on fait des petits. Bien, Lison Laflamme-Trudel, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler de la saucette. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Vous aussi. Pour voir l'entièreté de cette entrevue, rendez-vous sur le site web de la Télé du Rocher-Percé. Pas moins de 12 pays étaient représentés à la première fête interculturelle de la MRC du Rocher-Percé qui a connu un franc succès. Un reportage de Simon Thériault de Télévague. Le 8 novembre dernier, la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler était l'hôte de la première fête interculturelle de la MRC. Cette fête avait pour but de mettre en lumière la diversité culturelle et de créer des moments de partage entre nouveaux arrivants et communautés locales. C'était un super bel événement. On a commencé ça assez tôt, à 3 heures de l'après-midi. Il y a beaucoup de gens qui étaient au rendez-vous. Beaucoup d'exposants, des gens qui ont cuisiné, qui tenaient des kiosques avec des plats de leur pays d'origine. On avait 12 pays représentés. C'était merveilleux. On a vraiment mangé des choses différentes des 4 coins de la planète. C'était super. Puis on a eu aussi l'occasion de voir une démonstration de danse africaine avec Rachel, c'était super. Et ensuite, on a eu droit à un défilé d'habits traditionnels, surtout d'Afrique. C'était merveilleux, c'était super beau, les couleurs, c'est assez original aussi. On n'a pas l'habitude au Québec de porter des habits comme ça, donc c'était super beau. Mais ce que j'ai vraiment retenu, c'était le partage. C'était vraiment un événement qui a permis à plein de gens de se rencontrer pour la première fois, de goûter à des choses qu'on n'a jamais l'occasion de goûter. Le Québec aussi était représenté, donc on avait le Centre Femmes entre elles qui était présent avec des desserts gaspésiens. Donc c'était un super beau mélange de toutes sortes de personnes d'origines différentes, mais aussi avec beaucoup en commun, finalement. Donc, c'était vraiment ça. Puis, on avait beaucoup de partenaires aussi. On avait un kiosque avec la brigade repère de l'école secondaire Monseigneur Sévigny qui faisait des macarons puis des aimants avec des slogans sur la diversité culturelle. Fait qu'il y avait des jeunes qui étaient là, des enfants. Il y avait aussi un kiosque de culture sauvage avec leurs affiches de la fête interculturelle. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Puis, il y avait le DJ Camomille qui a fait une super belle programmation musicale pour la soirée. On a dansé, on a vraiment eu du plaisir. Fait que, ça a été à la hauteur de tes espérances. Absolument. C'était vraiment une réussite. Oui, les commentaires des gens aussi, ça fait chaud au cœur. Donc, j'ai l'impression que la barre était haute, mais qu'on a réussi parce qu'on a travaillé très fort. On est un grand comité organisateur aussi. Puis, on a eu de l'aide de la communauté. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour réussir un événement. J'ai besoin de lui près de moi. Tous les jours, c'est la même chose. Je m'appelle Bafunke Abayomi. Je suis originaire du Bénin, mais ça fait, disons, 12 ans que j'habite au Canada. Mais on va dire 10 ans à Montréal et les 2 dernières années ici en Gaspésie. Voilà. Comment tu trouves ça en Gaspésie? Je peux dire que de ce que je vois quand je compare les deux, la Gaspésie se forme un peu avec la diversité culturelle parce que c'est plusieurs langues, plusieurs personnes, mais c'est le fun. Je m'explique. Positivement, je peux vous dire que le rythme de vie ici est très différent. Ça va lentement, mais sûrement. On a beaucoup de temps, on peut faire beaucoup de choses de nos journées. C'est ici que j'ai écrit mon rapport de maîtrise. J'ai eu le temps de l'écrire ici, alors qu'à Montréal, j'ai même pas le temps de travailler sur ça les soirs quand je rentre. Fait que oui, je peux dire qu'ici, le rythme de vie est très différent. Par contre... Ça, c'était le positif. Ça, c'était le positif. Par contre, ce n'est pas trop évident de se faire des amis. Okay, ouais. D'où je peux dire que je suis très contente de participer à cette fête culturelle
parce que ça montre un peu qu'on peut se rencontrer entre nous. Quand je venais aujourd'hui, ce matin, j'ai pas fait grand-chose parce que, je vais être honnête, je disais, ils vont pas goûter. Mais tout est parti, fait que j'ai trouvé ça comme extraordinaire. Tu t'es inquiété pour rien. Ouais, je me suis inquiétée. Mais là, tu dis, tu es tout seul un peu. Ouais. Les gens qui sont... Là, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. C'est des gens d'un peu partout? Oui, c'est des gens d'un peu partout et qui étaient très gentils. D'abord, il y a déjà la culture québécoise elle-même. Puis après, il y a le regroupement des saveurs des langues du monde entier. Donc, il y a moi, il y a d'autres personnes, mais on était intéressés à voir ce qui se passe un peu partout. Moi, j'étais la seule béninoise devant mon stand. Mais tout le monde voulait savoir qu'est-ce que tu as fait. Puis j'expliquais aussi, je montrais aussi. Et funny enough, j'ai eu la chance, le député qui est venu a passé 3 mois et demi dans mon pays. Puis il m'a dit, il a passé 3 mois et demi à Cotonou. J'ai trouvé ça extraordinaire, fait que mon pays était bien connu, en fait. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est ça, tu avais un kiosque, tu faisais de la nourriture, tes présentations? Non, j'ai fait ma nourriture depuis la maison. Okay. J'ai ramené, disons, 3 différentes petites affaires, mais qui sont faciles à manger. Les enfants pouvaient se retrouver et les grandes aussi. Donc j'ai fait des beignets. On va aller un peu comme avec Mr. Puff ou que de castor au Québec, castor, something like that. Donc ça représente, ce que j'ai fait, c'est vraiment béninois, mais quand je regarde un peu ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ces deux repas dont j'ai parlé. Ça avait un petit côté sucré. Exactement, et salé. Fait que les enfants se sont retrouvés, ils ont goûté avec du Nutella, c'était tranquille. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas de Nutella en Afrique. J'ai dit non, wow. Puis t'as-tu fait un peu de contact aujourd'hui aussi? Oui, je connaissais quand même beaucoup, la plupart du monde, vu que je travaille à l'hôpital, je travaille dans le domaine des ressources humaines. C'est que oui, depuis 2 ans, je travaille à l'hôpital de Chandler. Et la CJU, je travaille beaucoup avec eux, vu que les candidatures passent parfois par eux aussi. Fait que c'était quand même plus facile pour moi de m'ajuster et de m'adapter. Voilà. As-tu aidé un peu à organiser la journée d'aujourd'hui? Je vais être honnête, pas vraiment. Sauf que quand ils m'ont écrit en même temps pour me dire que il y a quelque chose, j'ai dit oui, go, je vais le faire. C'est que j'ai dit je vais le faire, que je vais chanter, je vais danser, je vais faire un défilé, voilà. Parce que moi, quand je leur avais parlé quelques jours passés, je leur avais dit on va sûrement aller un peu virer à la fête, voir. Ça va me prendre quelqu'un, par contre, faire une entrevue tout de suite. Et ils ont pensé à toi. Ah oui, elle, c'est la personne idéale pour ça. J'imagine que ça ne te surprend pas? Ça ne me surprend pas du tout parce que je m'entends super bien. On a déjà fait aussi plusieurs activités ensemble en dehors de la Gaspésie à Montréal pour les activités de Vivre en Gaspésie. Fait que j'aime ça, vu que je fais du recrutement, ça me permet de connaître tout le monde. Et moi-même, ordinairement, je suis une personne je peux parler avec tout le monde. Tout le monde, j'ai pas de problème. Fait que ça se fait bien. Bon, c'est bien. Je te remercie, puis félicitations pour ta petite chanson tantôt. Tes 2 petites chansons tantôt. Bon, écoutez, si vous l'avez aimé, je suis contente. Je sais pas si c'est une bonne chanteuse, mais je peux essayer. Chanteuse, mais je peux essayer. C'est correct, on chante pour s'amuser. Allez, bye, monsieur. دفينا الحنان دفينا الحنان على غدر الإنسان. Grosse nouvelle dans le monde de la gastronomie. Le réputé chef Hugues Dufour, dont le restaurant new-yorkais M. Wells avait décroché 2 étoiles Michelin, s'installe à Baie-Saint-Paul. Félix Chouinard, de TVCO, l'a rencontré pour parler de son futur restaurant. La nouvelle est tombée le 2 novembre dernier. Le chef cuisinier étoilé Hugues Dufour, auparavant chef du restaurant new-yorkais M. Wells, a quitté la Grosse Pomme pour venir s'installer à Baie-Saint-Paul. Au menu, un tout nouveau restaurant d'une 30aine de places, en partenariat avec la famille Migneron. Nous sommes allés à la rencontre de Madeleine Bouchard-Dufour, copropriétaire de Famille Migneron, et du nouveau chef cuisinier pour parler de ce projet culinaire à venir. Madeleine Bouchard-Dufour de la Famille Migneron à Baie-Saint-Paul. On est en ce moment sur nos terres familiales. Petit léger récapitulatif, entreprise qui a une 30aine d'années, qui a commencé dans le fromage tout en humilité avec nos parents. Puis mon frère et moi, on est la 2e génération en charge de ce beau projet-là. Puis maintenant, on fabrique des vins, des spiritueux. Puis on met un petit pas de plus dans la division hospitalité grâce à ce nouveau projet-là qui s'en vient. Moi, c'est drôle parce que mes ancêtres, en fait, mes grands-parents viennent de Petite-Rivière, de la Petite-Martine. Et Hector, mon oncle Hector, qui ressemblait à mon grand-père comme 2 gouttes d'eau.
C'est ça qu'il y a une bleuetière là-bas. Moi, je connaissais pas beaucoup la région ici, même si mes ancêtres viennent d'ici, puis j'ai entendu juste des contes merveilleux de toute mon enfance, ayant travaillé avec mon grand-père sur la ferme familiale au Lac-Saint-Jean. C'est ça, là, j'y reviens, puis je la redécouvre. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Puis là, je me sentais encore en vacances depuis, parce que c'est comme je réalise pas, puis je travaille moins. Mais là, on dirait que ça devient vrai. Bien, justement, parlons-en un peu. Nouveau projet de restaurant qui a été annoncé. À quoi on peut s'attendre comme restaurant ici? Ça, c'est une bonne question, ça. Mais je pense qu'on a envie de faire quelque chose, je pense qu'on a envie de travailler ensemble. Ça, c'est bien de le dire aussi. On n'est pas juste, on n'aboutit pas juste dans les locaux du Miron, mais on va travailler en partenariat. Parce qu'on veut que le tout soit plus, d'une manière holistique, là, fasse partie de tout. Donc, du côté de la boutique, du restaurant, les choses vont être, on veut les rendre fluides, en fait. Puis, écoute, on veut une espèce de petit bouchon, un bouchon de campagne, un petit bouchon qui était une espèce de format un peu plus lyonnais, là, mais de table conviviale, ouvert, un peu plus démocratique, ouvert aux locaux. Moi, j'aime bien l'idée, on a toujours aimé l'idée du relais quasiment, où tu peux venir en motoneige, manger une frite, prendre une bière au bar, ou tu peux manger un canard vieilli pour deux. Puis te péter la face quand tu viens d'ailleurs, là, tu sais. Mais un peu plus dans cette optique-là. Moi, je suis très heureux que les gens de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix soient contents que je sois là. Ça me suffit. Mais j'ai vraiment envie de faire, je pense qu'on a envie qu'on puisse débarquer à toute heure, manger pour vraiment peu. Puis moi, j'aime le mix comme ça. On ne veut pas faire un truc pour les gens en voyage d'outre-mer ou des États-Unis ou les foodies des grands centres. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que tous ces gens, quoi qu'ils auront une place, que ce soit que tous les gens peuvent se côtoyer. Puis moi, j'aimerais ça qu'on puisse débarquer en skidoo, se parquer en avant avec une soute qui sent assis au bar. Et que vous soyez les bienvenus, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée. Parlons bouffe, parlons un peu de nourriture. Ah non! Oui, malheureusement. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des produits de Migneron, mais de la région de Charlevoix dans ce restaurant-là? Oui, ça, c'est sûr et certain. Ça serait fou. Ça serait comme de mourir de faim dans un jardin. Oui, parce que c'est là, parce que les choses sont bonnes, ils sont de proximité. Mais je pense qu'on ne veut pas se restreindre non plus à ça. C'est le fun qu'il y ait des échanges entre les régions. Qu'il y ait des choses qui viennent plus de loin. Je pense que le terroir peut aussi s'arrêter dans l'imaginaire. Tu sais. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des bananes puis de prétendre qui sont faites à Amalbé. Tu sais. Mais on sait que c'est les meilleurs, right? Puis, tu sais, au final, nous autres, on voit ça un peu comme une plateforme étant dans le monde de l'agroalimentaire, là. Faire un achat d'un produit du Québec puis de Charlevoix, puis je vais réinsister sur le mot Québec, c'est un vote. Un achat, c'est un vote. Puis pour nous autres, d'avoir la chance d'encourager nos autres amis vignerons, nos amis microbrasseurs, les distilleries, les autres fromagers, bien, on a comme un petit rêve que ça soit une plateforme de plaisir pour ces gens-là aussi, puis une plateforme de création, puis de genre de... justement, créer le petit feeling de communauté. Oui. Qu'un restaurant, le feeling qu'on avait chez M. Wells à New York, c'est... T'as l'impression que la gang est là, on partage un repas, puis c'est merveilleux, puis on a du plaisir, tu sais. Fait que c'est un peu tout ce système de valeurs-là qui est au cœur du projet aussi. Mais une affaire qui est sûre avec Hugues, c'est que ce à quoi tu t'attends, là, ça va être tout sauf ça, parce que c'est la création, la base de l'imaginaire de Hugues et de Sarah, c'est l'univers des possibles. C'est ça qui est beau, puis c'est la création, puis qu'il n'y a pas personne qui va se bétonner dans quelque chose, puis que finalement, c'est tout ce qui nous rend stimulés, puis que finalement, ça soit un peu comme des bassins versants de création. Fait que
Moi, c'est un des traits de leur personnalité à eux deux en tant que restaurateurs que je trouve qui me charme d'une manière astronomique, c'est que à quel point c'est créatif et qu'on peut s'attendre à tout en une bouchée. On peut s'attendre à un renouveau complet de ce qu'on connaissait au Fauberger? Ah, il va y avoir des nouveaux lieux. On travaille là-dessus en ce moment. Il va y avoir des belles rénaux. Puis évidemment qu'on ne verra pas le restaurant à l'envers, là. Mais... Non, c'est sûr que la bâtisse demeurera. Moi, j'aime bien l'idée du bar. C'est peut-être un défaut new-yorkais, normalement, mais tu sais, un homme en peine, seul, avec sa monture, qui cherche une place, puis il veut discuter. Tu sais, je veux faire vivre le bar un peu plus. Une espèce de taverne gastronomique, si on veut. Donc, c'est sûr que ça va influencer le restaurant, les lieux. C'est dans le même endroit, mais est-ce que ça va se déployer, encore une fois, avec de l'événementiel et tout ça? Bien là, il va falloir rester à l'affût pour le savoir. Mais c'est ça qu'on aime aussi d'impliquer des nouvelles personnes dans la création, des gens avec une perspective, notamment Clément aussi, Clément Boivin qui va se rejoindre à nous dans l'aventure. C'est d'avoir des visions externes puis de voir du potentiel là où peut-être nos yeux devenaient habitués, d'être dans certains patterns en agrotourisme et tout. Mais là, on a l'impression de pouvoir refaire un peu de sculpture, fait que c'est vraiment le fun. Ouais, c'est un beau sentiment. Ça donne un peu ça, d'avoir été près de l'arbre longtemps. On voyait moins la forêt, je pense, avec un certain recul aussi. Puis avec une collaboration comme ça fait... On redéfinit certains terroirs. Bien, Hugues, Madeleine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous autres. Ben Puis oui. on a hâte de vous présenter ça, ce beau projet-là. Ouais, ça va être le fun. Chantal Bédard de C'est sûr.tv était au lancement du documentaire Joyal sur la vie du politicien, sénateur, philanthrope et grand amateur d'art Serge Joyal. Le 20 octobre dernier avait lieu au cinéma du Musée à Montréal la première projection publique du film Joyal de Catherine Viau, Grégoire Viau et de Daniel Bertolino. Le film, produit par Via Le Monde, qui a pignon sur rue à l'île Perrot, relate le parcours fascinant du politicien atypique, nationaliste et fédéraliste, amoureux de la culture et défenseur du patrimoine, qu'est Serge Joyal. C'est sur la télé, c'est déplacé pour l'occasion. Qu'est-ce qui vous a inspiré de dire, OK, je fais un documentaire avec Serge Joyal? Avant de travailler à Via Le Monde, moi, j'avais fait des études en histoire de l'art. Et quand j'ai rencontré Serge Joyal, c'était à l'occasion d'un documentaire qu'on avait réalisé pour Radio-Canada sur une dimension de son parcours de collectionneur. Et ça refait naître en moi le grand amour que j'avais pour les musées. Mais au fur et à mesure qu'on parcourait les différentes collections qu'il avait contribué à mettre en place, je me suis rendu compte que ça m'interpellait sur ma propre histoire parce que comme j'étais réalisatrice pour Via Le Monde depuis plusieurs années, dans mon parcours, je m'étais surtout intéressée aux réalités d'ailleurs. Et du coup, j'ai été obligée de faire le bilan de ma propre relation avec l'histoire de mon pays, d'entendre d'autres points de vue aussi qui étaient moins fréquemment exprimés. Alors, j'ai décidé de m'amuser là-dedans. Puis ça donne le documentaire que vous avez vu ce soir, que j'ai co-réalisé, bien sûr, avec Daniel Bertolino et avec mon frère Grégoire, qui est un réalisateur globe-trotter aussi à Via Le Monde depuis fort longtemps. Et lorsque Mme Viau m'a approché il y a 7-8 ans maintenant pour me demander si j'accepterais de contribuer, ma première réponse a été finalement de tenter de décliner. Finalement, elle m'a fait réaliser que quand on a eu l'opportunité de vivre une vie relativement pleine, il est extrêmement important de passer la mémoire. Qu'est-ce que ça fait de vous voir sur le grand écran comme ça? Votre vie étalée au grand jour, vos réalisations, vos expériences et vos défis? Je pense que ça donne une occasion au public de voir que tout est possible finalement quand on a des convictions, des principes et des valeurs qu'on veut défendre. Et surtout que parfois, ces valeurs-là, on les ressent quand on est tout jeune.
Et ce qu'on fait dans notre jeunesse, ça peut influencer toute notre vie. Les jeux de jeunesse, les préoccupations qu'on peut avoir, les intérêts qu'on peut développer, finalement, ça structure une vie. C'est un peu comme ça que je me voyais à 4 ans, et puis là, je me vois aujourd'hui 75 ans plus tard, et puis je me dis, dans le fond, j'ai exactement les mêmes motivations, le même entrain, finalement, pour continuer de défendre ce qui m'est toujours apparu essentiel de faire dans la vie. À travers le film, on découvre bien sûr le personnage que vous êtes, Monsieur Serge Voyal, mais surtout un amoureux des arts et de la politique. C'est pas si distinct que ça, finalement, en fin de compte. Ben, c'est deux mondes qui sont un peu antinomiques parce que la politique, c'est un peu l'art de l'éphémère. Ce qui est la nouvelle aujourd'hui laissera les gens indifférents 2 mois plus tard, alors que la culture, c'est pérenne, c'est-à-dire c'est les valeurs qui structurent vraiment notre vision du monde. Et j'ai toujours trouvé dans la culture un complément au côté éphémère de la vie politique. Et puis en politique, on se dessèche très rapidement. Après une dizaine d'années, on a l'impression qu'on a donné ce qu'on devait donner, mais en pratique, on peut continuer d'être aussi engagé et transformer autant la société quand on a une vision de ce que le monde peut être et qu'on défend, on utilise les meilleures énergies qu'on peut avoir pour le faire advenir. Alors, je crois que le film démontre ça, qu'on peut avoir 2 vies parallèles qui se fertilisent et qui s'appuient l'une l'autre. Pour commencer, le député libéral fédéral de Maisonneuve-Rosemont, voici Serge Joyal. Monsieur le sénateur Serge Joyal. On s'est rencontrés en militant. Serge! Serge Joyal, c'était un nationaliste fédéraliste. Mauvais Québécois, mauvais francophone. J'ai toujours été un supporter des Canadiens. La communauté joliétaine, au cours des 50 dernières années, grâce à vous, s'est réellement approprié le musée. Vous étiez arrivé avec un tel cadeau, 3500 costumes qui débarquaient au musée de la civilisation. C'est une tuque de patriote. J'ai réussi à convaincre les membres du Conseil du Trésor qui m'ont dit « C'est qui Papineau ?» Des enquêteurs étaient venus parler à mes voisins. Est-ce qu'il y a des garçons qui vont chez lui? Est-ce qu'il y a des filles qui vont chez lui? C'est quoi sa vie personnelle? Alors donc, le sarcophage est resté dans le garage chez mes parents. Finalement, bien faire et laisser braire. J'ai toujours poursuivi mes objectifs de collection, de conservation, indépendamment des mauvaises langues. Alors, on n'aurait jamais versé du chocolat dans une verseuse à café. J'ai décidé de me présenter à la mairie parce que le maire Drapeau est en train de détruire complètement Montréal. J'aurais aimé ça avoir un titre comme vous à votre... 55 ans plus tard, c'est devenu un jardin botanique. On a une charte des droits qui reconnaît à chacun la possibilité d'être ce qu'il ou elle veut être. Too much time, too much pot. On a conquis une liberté personnelle énorme. Avec un spectacle jeunesse, une prestation du chanteur western Gab Forêt, une journée familiale et un défilé du Père Noël, Montjoly fêtera en grand les 28, 29 et 30 novembre prochains, nous rapporte Marc Després de la télévision de la Métisse. Eh bien, on est déjà rendu là. Donc, Montjoly qui fête Noël et ça va avoir lieu. Quelle date exactement? Ça commence le 28 novembre prochain et puis ça se poursuit le 29 et le 30. Et à ce moment-là, donc le 28, on y va avec un spectacle jeunesse. Oui, effectivement, il va y avoir ici à l'auditorium de la Polyvalente, il va y avoir un spectacle de Jack Sparrow et le Trésor de Noël. Et puis par la suite, au Centre Colombien, il va y avoir également une soirée donc thématique country avec la troupe de danse de la Métisse, suivie du spectacle de Gab Forêt, donc un artiste country qu'on est très content de pouvoir recevoir cette année. Les billets sont en vente pour 10 $ directement au Colombien ou à la porte le soir même. Donc, les gens peuvent déjà s'en procurer. Oui, puis c'est très accessible à 10 $. On s'attend qu'il y ait quand même beaucoup de monde, donc traînez pas trop avant d'aller chercher vos billets. Et le lendemain, donc le 29, encore une fois, une journée festive.
Oui, le 29, là, c'est la journée familiale, là, plus, fait que ça va commencer à 15h à l'amphithéâtre des Jardins, à la place de la famille, ma financière. Ça fait que ça va être feu de joie, tir sur neige, animation extérieure et intérieure. Il va y avoir du patinage libre gratuit aussi, là, avec thématique Noël, avec la chanson là, du temps des fêtes et tout. Atelier de peinture dans nos vitraux. Et puis aussi, il va y avoir un atelier de lettres au Père Noël. Là, fait que les tout petits vont être capables d'écrire avec l'aide de notre club d'écriture une petite lettre là, qui va être distribuée là, au Père Noël directement là, avec les lutins. Donc, c'est de 13h jusqu'à 18h. Oui, de 15h à 18h. Faut pas oublier les matinées jeunesse. Faut pas oublier les matinées jeunesse aussi qui vont avoir lieu au Château Landry samedi matin. Donc, c'est à 10h. On attend là, les jeunes, les familles pour un atelier donc de Mathieu, un artiste qui nous présente donc un atelier de création littéraire en direct avec les jeunes qui vont pouvoir écrire une chanson sur la thématique et puis dans le style qu'ils préfèrent. Donc, ça va être un autre atelier accessible et gratuit au Château Landry. Ça va être à 10h le matin samedi. Étant donné quand même l'espace, on demande aux gens de peut-être s'inscrire à l'avance quand même. Absolument, c'est gratuit, mais on peut réserver notre place à l'avance, tout à fait. Et il ne faut pas oublier le 29 aussi, le défilé du Père Noël et aussi la présence d'un train illuminé. Oui, il va y avoir le train, là, une belle collaboration cette année avec le CN là, qui va avoir son train illuminé directement là, sur le viaduc, là, sur Jacques-Cartier. Et puis là, le défilé qui va commencer à 18h sur l'avenue rue sur Jacques-Cartier. Là. Et bien entendu, bon, il y avait quand même 5000 personnes l'année dernière, donc on demande peut-être aux gens d'arriver assez tôt et surtout de s'habiller chaudement. Oui, exactement. Là, c'est une période de l'année là, qui commence à faire froid. On n'est jamais sûr non plus avec la météo s'il va neiger, s'il va pleuvoir. Mais chose assurée, là, il va y avoir beaucoup de gens au centre-ville. Fait qu'arriver tôt, peut-être déjà prévoir un petit stationnement où il va y avoir aussi un service de navette là, entre l'amphithéâtre et le centre-ville là, pour permettre d'accueillir le plus de nombre de personnes. Là. En collaboration avec le TAC. En collaboration avec les transports Gilles Lapierre et Transport Saint-Octave qui vont nous fournir des navettes là, pour l'événement. Et ça se doute que ça va se terminer avec le feu d'artifice. Oui, absolument. Ça va se terminer avec le feu d'artifice. Je voulais ajouter pour les gens qui arrivent tôt, dès 17h30, il va y avoir la troupe de comédie musicale Didascalie qui vont offrir donc un conte du temps des fêtes aux gens qui arrivent tôt, habillés bien chaud, qui veulent une bonne place pour la parade. Ils vont pouvoir être divertis en plus de voir le train. Et puis, évidemment, là, en fin de soirée, comme vous le disiez, il va y avoir les feux d'artifice. Il va y avoir de l'animation également avec, je crois, le Festibus, si je ne me trompe pas, Gabriel. Exactement. Donc, le Festibus. Et puis, il va y avoir de la tire sur neige et des animations à ce même moment-là. Bref, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Non, c'est une journée là, remplie là, pour toutes les familles. Là. Et aussi, le lendemain, il ne faut pas l'oublier, au Centre Le Colombien, encore une fois, donc le brunch familial. Oui, le traditionnel brunch là, qui est là depuis des années, là, qui accueille en moyenne quand même 500 personnes environ. Fait arriver tôt, arriver préparé là, quand même... Pour le brunch, il va y avoir aussi photo booth là, pour la prise de photos de famille avec une thématique Noël. Fait que tout va être sur place ça, pour passer un beau moment. Et je pense qu'il y a 150 cadeaux là, qui sont prévus. Oui, le Père Noël va arriver avec 150 cadeaux dans sa poche là, pour les premiers enfants arrivés. Là. Et en après-midi, le retour, encore une fois, du match des toutous. Oui, le match des toutous, là, en collaboration avec le hockey senior de Montjoly. Fait qu'il va y avoir animation par des mascottes aussi. Il va y avoir cueillette de denrées avec pour moisson là, sur place aussi. Donc, il ne faut pas gêner. On amène quelques canettes, là, quelques cannes qu'on a dans notre garde-manger, puis on amène ça pour moisson métisse. Exactement. Là, la table va être située à l'entrée. Fait que vous allez pouvoir laisser là, vos denrées avant d'aller vous asseoir à votre siège. Et bon, s'il y a des gens qui ont des questions à ce moment-là, bon, est-ce qu'ils appellent au service des loisirs? Vous pouvez nous appeler, venir nous voir sur place, nous écrire des courriels. On est toujours disponible. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes les questions. Également sur le site web de la Ville Montjoly, sur notre page Facebook, les informations complètes pour la programmation sont disponibles. Donc, 28, 29, 30 novembre, on marque ça à notre agenda. Oui, exactement. Bien, merci à vous deux. Merci à vous. Merci. À bientôt. Joyeux Noël. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.